On n'y croyait pas. Le mot d'ordre à l'époque, c'était paix au Vietnam, autrement dit, arrêter le massacre. Un petit peuple agressé par un géant et qu'il fallait sauver, quoi. L'idée qu'il pouvait gagner n'a progressé que plus tard. Parce que FLN vaincra, c'était un slogan gauchiste, finalement. Faut pas l'oublier. Et on n'imaginait pas que le Vietnam puisse être pour les Américains ce que l'Indochine avait été pour nous. Je suis allé en Indochine à 18 ans. Et puis je suis rentré en France à 20 ans. Je me suis rendu compte que tout ce qui m'avait été expliqué en Indochine par des copains militants, parce que j'ai connu en Indochine un certain nombre de gens qui s'appelaient combattants républicains. C'était des officiers communistes. Ils sont tous morts d'ailleurs. Et on m'avait envoyé en Indochine pour combattre le danger jaune, bien sûr. Et puis en fait, au bout d'un temps, j'ai compris qu'il ne fallait pas combattre le danger jaune. Puis j'ai connu ces officiers républicains. Et puis j'ai travaillé avec eux un peu. J'ai découvert des livres. J'ai découvert des gens qui s'appellent Jaurès, qui s'appellent Lénine, etc. Bon, enfin, je suis rentré. Et puis je me suis rendu compte que ces gens qui travaillaient dans des usines, sans le ressentir, sans pouvoir l'expliquer clairement, étaient très proches de ces militants que j'avais connus en Indochine. Et que si les problèmes qui étaient à résoudre et sur lesquels on m'avait branché devaient être un jour résolus, ce serait par ces gens-là. Les ouvriers. Saint-Nazaire, 1er mai 1967, fin de l'une des plus longues grèves de l'après-guerre à Sud Aviation. Car l'unité doit rester votre ciment pour mener les luttes quotidiennes de demain et pour les affrontements futurs, car le combat sera encore long et sévère. Renforcez aussi vos organisations syndicales en même temps que vous travaillez, à ce qu'ils soient unis, car il n'est pas de classe ouvrière forte sans syndicats puissants. Il faut que la puissance syndicale surpasse la puissance de la coalition des patrons et des gouvernants. Mais pratiquement, comment vous avez tenu là pendant ces 2 mois? Pour ceux qui étaient grévistes ou vous? On a tenu, c'est que les pêcheurs nous ont donné un bon coup de main. Hein, on a eu du poisson. Là, on fallait faire la queue au poisson, quoi, comme au pain pendant la guerre, pareil. Alors ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Et ça a été pénible. Oh, c'était pénible. C'est une façon de parler, parce que je vous dis, on avait cette espèce... Moi, je vais vous citer un exemple d'un vieux, 60 ans, 62 ans. Il me dit, je me sens revivre depuis 2 mois. Des gens qui, autrefois, pas si longtemps, regardaient à débrayer 1 heure ou 2 heures, ont fait 2 mois de grève. Ils se sont aperçus qu'il y avait tout un tas de choses dont ils croyaient que c'était indispensable pour leur existence, qu'ils pouvaient s'en passer, finalement, sans trop de dommages pour eux, et que toutes ces choses-là n'étaient pas absolument essentielles pour leur vie, mais ce qui était essentiel, c'était leur dignité, d'être des hommes. Ça va pas s'éteindre, cette affaire-là. On va en parler pendant longtemps. Pas de problème, on en parlera pendant longtemps de ça. On se rappellera, tu te rappelles, en été de 67. C'est sûr, on a le sentiment net qu'on a vécu un mouvement que, comme disaient nous jours les anciens de 36, alors en 36 c'était pas comme ça, mais je crois qu'on leur dira en 67 c'était pas si mal que ça non plus. Berlin, 2. Juni 1967. Extrait d'un film militant allemand, produit par les étudiants de l'Université libre de Berlin. An dem Journalisten Karimpo Shirazi, an den Ministern Hossein Fatemi und Lofti, an 71 oppositionellen Offizieren, an Hunderten von Kommunisten, an ziviler Bevölkerung und Studenten. Les événements du 2 juin, c'était alors que le Shah était à Berlin et que les étudiants ont manifesté contre le Shah et qu'un étudiant a été tué. Dass selbst $400 Millionen jährlich kassiert und seine Untertanen bei nur $70 hungern, wird von der Berliner Landesregierung empfangen. Nous allions vers le Shah et il est venu vers nous, très simplement. Den Demonstranten gegenübergestellt ein Schlägertrupp der persischen Geheimpolizei. So waren wir es recht erschrocken. Dr Schwelm, le père d'un étudiant.
plötzlich bewaffnet mit Latten und Stöcken und Totschlägern auf uns zuliefen. Er ging irgendwo links und rechts um, dann kam er mit erhobener Latte auf mich zu und hinter mir die Zuschauer dachten, der schlägt dem Alten den weißen Kopf ein und die rissen mich dann so plötzlich nach hinten und sodass ich zu Boden fiel. Auf die Grenzen der organisierten Gewalt des Systems. Unter diesen Bedingungen zeigen unsere Demonstrationen eine sehr große Schwäche. Sie sind nicht organisiert, niemand manipuliert sie, sie stehen und fallen mit der Selbsttätigkeit der Demonstranten. Das ist eine große Chance, denn nichts wird manipuliert, aber auch eine große Gefahr, weil die organisierte Gegengewalt uns fertig machen kann wie am 2. Juni. L'Allemagne a été un stimulant. Un stimulant pourquoi? Parce que les étudiants allemands nous ont montré que l'on pouvait avoir à l'université non seulement des revendications corporatistes, mais aussi des revendications et une contestation radicale de la société poussant à une transformation radicale de cette société. C'est en ça que l'Allemagne, effectivement, est un stimulant. Mais la situation étant, d'un autre côté, vraiment autre, je crois qu'il faut aussi, justement, mettre l'accent sur la situation spécifique en France, car en France, nous avons un parti communiste. En France, nous avons donc une opposition qui n'existe pas en Allemagne. Le 11 avril 1968, Rudi, en vélo dans les rues de Berlin, se fera tirer dessus et restera gravement blessé. Il avait écrit « Il faut révolutionner les révolutionnaires », la formule clé du grand tournant des années 60. Sur les murs de la Passe en juin 67, on voyait des vivas fidèles, des faucilles et des marteaux, et aussi des affiches qui réclamaient la mort pour un nommé Régis Debray, emprisonné pour ses rapports avec la guérilla, dont on savait qu'il était français, qu'il était philosophe, et qu'il avait écrit un livre publié chez Maspero, Révolution dans la Révolution. Je ne pense pas que les bouquins que je publie soient bons. Ça serait formidable si on publiait des bons bouquins. Et si je publiais des bons bouquins, je ne serais pas du tout l'éditeur que je suis. Je serais un institut d'études marxiste qui définirait tous les concepts scientifiquement et théoriquement et qu'une fois les concepts définis, les utiliserait dans des livres qui seraient une perfection. Une telle perfection que je te dis qu'il n'y aurait plus qu'à sortir le livre pour que la révolution soit faite. Ça serait merveilleux. I want everybody to show this United States government this red book. Is this the answer? Manifestation des Panthères Noires à San Francisco. You hear him? Do you hear him in there? They're talking about the Red Book by Channing Mao of Red China. That's what they got in their hands. The people are tired of the bullshit. They're tired of all that theory that's written down on paper. It ain't being put on practice. And they got this Red Book. L'impression profonde, c'était d'abord que cette génération avait enfin son 1917, qu'elle était enfin contemporaine de quelque chose de considérable. Et cette chose était la révolution culturelle, c'est-à-dire, dans cette phase-là, la subversion, la submersion des institutions et du parti lui-même par une vague révolutionnaire, qui, sans le visa personnel de Mao, aurait été considérée partout comme contre-révolutionnaire.